Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Tout sur la deuxième journée du championnat de D1 dans ce numéro de Téléfoot avec la confirmation de Caen et de Fabrice Divert qui a encore marqué contre les Girondins. Le lion du Stade Rennais, c'est François Omambiik, le tombeur du PSG. Et l'ambition, c'est celle de l'association sportive de Monaco. 2 matchs, 2 victoires, co-leader du championnat avec l'Olympique de Marseille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Téléfoot où nous avons de nombreux invités. Avec Frédéric Jaillant, nous essaierons tous les dimanches de faire venir ceux qui auront fait l'actualité du samedi. Et Fabrice Divert fait partie de cela. Bonjour Fabrice. Bonjour. Je crois qu'il est temps que vous alliez à Bordeaux. Hein. C'est ce qu'ils doivent se dire. C'est sûr que le fait de marquer à chaque fois contre Bordeaux, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu... pour moi, ça peut paraître le hasard pour tout le monde, mais je crois que ça... Pour moi, c'est un petit peu... Bordeaux vient toujours dans une période où Caen est bien. Là, il venait pour le premier match à domicile, donc on a une nouvelle équipe. Il faut prouver au public que Caen est solide cette année. Elle vous plaît, cette nouvelle équipe ? Je pense que le recrutement a été fait à la hauteur des ambitions du club. Le club veut devenir européen dans les 4 ans, donc je crois que le recrutement a été fait honnêtement. Jean Dupeux-Domergue, c'est un bon tandem. Bien sûr, il faut penser aux joueurs, mais je crois qu'il y a l'encadrement technique qui est aussi important. Et je crois que le fait que Jean-François Domergue ait beaucoup d'attaches à Bordeaux, ça a permis d'avoir 2 très bons joueurs. On en reparlera, Fabrice. Nous allons présenter avec Frédéric Jaillant notre autre invité, un des lions indomptables. On doit vous appeler souvent comme ça, François Omambiik. Oui, 2 buts hier soir avec Rennes contre le Paris Saint-Germain. Vous êtes bien à Rennes, vous? Oui, je suis en train de bien m'acclimater à Rennes depuis 3 semaines environ que je suis là-bas et j'espère que ça va continuer de l'avant. Alors nous allons tout de suite commencer le panorama de cette deuxième journée du championnat de D1 en compagnie de Jean-Pierre Guida qui nous parle de la rencontre Nancy contre Brest. Nancy tenu en échec sur son terrain par une équipe brestoise très rigoureuse en milieu de terrain et en défense. Les attaques nancéiennes menées par Tarazievitch, Alexander Zavarov et David Zitelli furent sans effet tout au long de cette partie comme sur cette action où Éric Martin ne peut rien faire de ce ballon. Une première mi-temps bien triste avec seulement un tir cadré. Ce sera à la suite de cette relance de Tarazievitch pour Bertrand qui centre. Zitelli reprend de la tête mais très bel arrêt réflexe de Bernard Lama. Il ne manquait pas grand-chose pour que Nancy ouvre le score. On a réussi à se créer des espaces et des actions, mais on n'a pas su, peut-être à cause d'un manque de réussite ou de maladresse, je ne sais pas, mais on n'a pas su concrétiser nos actions. Il y a des nouveaux qui ont intégré l'équipe cette année et je pense qu'il faut qu'ils se mettent en route et ça va venir. Dès le début de la seconde période, Nancy continue ses efforts en attaque, mais à l'issue de ce coup franc, Stojkovic malheureux trouve la barre transversale. Les Brestois ne vont pas rester sans réaction. Quelques minutes plus tard, Bernard Ferrer s'infiltre dans la défense nancéienne, mais son tir passe sans danger à côté des buts de Matriciano. David Zitelli tente sa chance sur coup franc, mais le gardien brestois bien placé arrête ce tir sans problème. Dernière action pour Nancy, le soviétique Zavarov centre pour la tête de Zitelli, mais ça passe une fois de plus, juste à côté. On a eu parfois un déséquilibre assez important, surtout en première période, où les garçons, en voulant bien faire, ont été un petit peu restrictifs. Et c'est pas très bon au football. Il faut imaginer, il faut avoir des ambitions, il faut avoir de la percussion. Et après, tout le jeu s'éclaircit. François Omambiik, dites-moi, j'ai l'impression, peut-être me trompe-je, que les joueurs du Cameroun, depuis cette Coupe du Monde, ont pris un volume terrible. Un petit peu, mais il faut quand même dire qu'avant la Coupe du Monde, ils avaient ce volume. Maintenant, ils ne sont qu'en train de confirmer leur talent et j'espère que tout au long du championnat, ils pourront encore prouver qu'ils ont le niveau de deuxième division et de première division. En tout cas, en ce qui vous concerne, le premier match est un match 100% réussi. Oui, c'est un match qu'il ne fallait pas que je rate. J'ai bien préparé le match pendant toute la semaine et à l'arrivée, je m'en sors avec 2 buts et ça ne peut que me rendre fier, surtout de Raymond qui
qui a eu pas mal de problèmes en venant me chercher à Là-bas. Belgrade, en Yougoslavie. Ça, c'est Raymond, c'est Kérusoré. Ouais, Raymond Kérusoré. Vous allez regarder le sujet de Marianne Macot, que je vais aller rejoindre. Marianne Macot, un magazine justement qui nous présente cette équipe du Stade Rennais 90-91. Voilà, l'équipe donc qui est montée de justesse, on le sait, avec une égalité de points à la fin de la saison dernière en D2, qui a peur aussi un peu de faire l'ascenseur parce qu'il y a une tradition d'ascenseur dernièrement de D2 en D1, et puis surtout un club breton, le club breton par excellence, parce qu'il y a une tradition rouge et noire. On vient de très loin en Bretagne pour voir jouer Rennes dès que ça se met à marcher un petit peu. On peut penser qu'il y aura beaucoup de public et je crois qu'il y en avait beaucoup déjà hier soir. Tout à fait. Alors Marianne, on va donc découvrir le Stade Rennais de cette saison, suivi de la rencontre Rennes-Paris Saint-Germain que commentera Pascal Praud, dit Rambo. Il était une fois un gardien finaliste de Coupe d'Europe que les dirigeants rennais avaient invité sur la voie de garage. Il passa 8 mois au chômage. Un cauchemar effacé par sa 3e ascension en D1. Il y a 2 ans et demi, le club était dans une situation très difficile. On était redescendu en 2e division et les dirigeants en place à l'époque voulaient repartir avec des jeunes et on m'avait mis un peu à l'écart. Mais en 87, Kérusoré convainc les dirigeants de le remettre à sa disposition. Depuis, il n'a plus quitté l'effectif jusqu'à ce jour. Comme j'aime beaucoup les belles histoires, celle du stopper François Denis vaut aussi son pesant de cacahuètes. Il y a 3 ans, il évoluait en D3 à Redon. Kérusoré lui demande d'interrompre ses vacances pour devenir pro à Rennes. Dans ces 2 cas, Kéru a eu du nez. À l'intersaison, il a recruté fort sagement, à raison d'un seul renfort par ligne, Omambeyik, Payard et Rico. Le recrutement qu'on avait fait en D2, c'était dans l'optique de la D1. Patrick de la Montagne, c'est pas un joueur qui est tout à fait pour évoluer en D2, ne serait-ce que par son style de jeu. Il a plus, je pense, de capacité à s'adapter à la D1 qu'à la D2. Thierry Goudet, pareil, Michel Sorin, pareil. Donc déjà, ces joueurs-là entraient dans le cadre d'être compétitifs en D1. Ces 15 dernières années ont été marquées à Rennes par le syndrome de l'ascenseur, la descente immédiate après 3 remontées en D1. Ça rend prudent. L'objectif, c'est le dernier jour de n'être ni 18e, ni 19e, ni 20e. Ça veut dire qu'on sera dans le calendrier de l'an prochain en D1, ça voudrait dire. Et ensuite de faire quelques petits coups quand même, parce que le public rennais attend quelques exploits de l'équipe. On l'a vérifié par le passé, il suffit que l'équipe tourne bien pour que le public vienne en masse de toute la Bretagne. Le budget du club est modeste, 45 millions, mais il devrait être équilibré, la mairie l'exige. Nous sommes aujourd'hui effectivement le premier sponsor, mais je me permets de faire remarquer que cette année, les sponsors privés ont vu leur participation multipliée par 3, ce qui est une bonne avancée dans le sens du partenariat que nous souhaitons. L'objet de tous les regards à Rennes, sa nouvelle vedette camerounaise. François, c'est incontournable. En ce moment, à Rennes, vous devez être repéré de partout parce que vous faites en plus la une des journaux. Oui, ça. Je crois que ce mois-ci, cette semaine-ci, ça a été ma semaine et ça me fait plaisir de trouver ma photo sur tous les journaux. Ça fait 3 ans que j'entame ma 4e année que je suis en France et jamais je n'ai fait la une des journaux. Ça prouve quand même que j'ai reçu ma Coupe du Monde. On appelle ça un regain de popularité, ça change de Laval et de la D2. La D1 m'a manqué pendant une année, je crois que c'était déjà un petit peu trop, donc il fallait que je retrouve la première division. Depuis la Coupe du Monde, il aurait pu partir pour un club plus huppé de première division française ou italienne. Il a signé pour 50 000 francs par mois à Rennes, pas de regret? Non, je ne regrette pas du tout, parce que je crois qu'en signant avant la Coupe du Monde, ça m'a permis d'être libéré. Le mondial a laissé des fatigues, je sais, c'est classique, mais la vie de famille le régénère. Le cas du néerlandais Van den Bogart déclenche la passion. 40 buts marqués en 2 ans et demi, il s'entraîne en D3. Comme il projetait de faire jouer une clause libératoire, le club ne comptait plus sur lui. Moi, je n'ai pas demandé de faire marcher la clause. J'ai la possibilité de partir éventuellement si je voulais. Je veux donner à l'équipe un style en fonction des joueurs vifs et rapides que je possède. Et pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pourtant, en ville, des pétitions circulent. Le but est de réintégrer VDB en première division. On compte plus de 1400 signatures. En Bretagne, à Rennes hier soir, 20 000 personnes dans le parc des sports, le stade de la Route de Lorient. Le foot à Rennes, ça doit marcher. Toute une région attendait ce retour parmi l'élite depuis 3 ans. Bienvenue au PSG. Carton rouge à ces hooligans virés en début de match. Ils avaient fait le voyage, la police aussi.
7e minute, Laurent Delamontagne pour son frère et capitaine Patrick. Un centre tendu, Oman Biyik se jette devant Bosser. 1-0. Et quel but du Camerounais, l'éloge d'Henri Michel. Une tête fantastique d'Oman Biyik, peut-être le but de l'année. Le but de l'année, ce sera à vous de le dire. Bravo également à Patrick Delamontagne pour son centre impeccable. 8 minutes plus tard, corner de Patrick Delamontagne renvoyé par la défense parisienne, mais le capitaine rennais récupère le ballon, talonnade dans son dos pour Ribard, à la lutte avec Loret et au premier poteau. Oman Biyik dévie le ballon dans le but de Batz, 2-0. Le premier quart d'heure n'est pas achevé et une faute de placement incontestablement de la défense du PSG. Dès lors, l'équipe d'Henri Michel domine. Coup franc de Suzic et tête d'Angloma. Pierre Kiar s'est interposé et Thierry Loret s'est légèrement blessé sur cette action. Heureusement, rien de grave. 30e minute et la plus belle occasion parisienne. Au départ, Suzic, Daniel Bravo, Angloma, Zlatko Vujovic. L'action n'est pas terminée puisque Vasseur déboule sur la droite et pique son ballon. Il y a Suzic au centre, mais le Yougoslave s'en mêle incroyablement le pied droit et le pied gauche. À partir de ce moment, Henri Michel et Francis Borrelli comprennent sans doute que la réussite fuit ce soir le PSG. Fin de première période, transversale Loret, une première tête de Bravo, une seconde de Vujovic, qui réclamait d'ailleurs une main. 0-0 à la mi-temps, les Rennais perdront à la pause Michel Sorin, blessé, mais garde François Oman Biyik, qui a orienté le jeu, comme ici, et qui s'est retrouvé le plus souvent à la conclusion des actions rennaises en pleine confiance Oman Biyik, et ce tir-là le prouve. C'est du reste encore lui qui prolonge de la tête pour Patrick Delamontagne, séché par Jean-Luc Vasseur, de l'influence dans le dernier mondial. Monsieur Leduc sort et le carton jaune et Jean-Luc Vasseur. Henri Michel n'est pas content et il a tenu à le dire. Je n'ai pas pour habitude de parler du corps arbitral, mais qui nous a mis en difficulté ce soir en nous expulsant Jean-Luc Vasseur sur une faute vraiment bénigne. Rennes devant, c'est forcément Oman Biyik, lancé par Patrick Delamontagne. Ces deux-là sont déjà à 100%, même si ici ça passe au-dessus. François, c'est vrai qu'on sent qu'avec Patrick, ça marche plutôt bien. Oui, ça a l'air de marcher. Et c'est vrai qu'hier, on a eu pas mal de réussites et on se cherche beaucoup pendant les entraînements. Et les matchs, on ne fait que répéter ce qu'on fait au cours des matchs et des entraînements. Tout à fait en fin de rencontre, le but parisien, il arrive trop tard. Alors à ce moment-là, il y a une réaction des entraîneurs dans deux styles différents. Perplexité pour Kérusoré, encouragement pour Henri Michel. Mais la voix d'Henri Michel ne changera rien, malgré une toute dernière occasion, en l'occurrence Zlatko Vujovic. Assez décevant hier, qui bute ici devant Igard. 2-1, score final, analyse de Kérusoré. Paris nous a largement dominé et ça s'est accentué. Ça paraît un paradoxe, mais c'est souvent le cas lorsqu'ils étaient réduits à 10. Mais Rennes avait baissé et Rennes ne jouait pas bien les coups offensifs et n'avait pas au milieu, je vous dis, les joueurs capables de récupérer le ballon. La fête en Bretagne, Oman Biyik a rappelé aux anciens Laurent Pecou, vedette du stade il y a 15 ans, qui aurait embrassé tout le monde. Et c'est une certitude, si le foot marche à Rennes, l'affluence sera une des plus élevées de France, tant le potentiel est important. Dans cette équipe, on vous a vu, on l'a vu à la conclusion, mais vous êtes également le patron. C'est vous qui récupérez beaucoup de ballons, c'est vous qui relancez un peu la machine. Je récupère pas mal de ballons, mais c'est vrai que mon rôle primordial, c'est de marquer le but, c'est d'être à l'origine de toutes les actions offensives. Bon, mais quand il faut donner un coup de main à mes coéquipiers en défense, je n'hésite pas à le faire et c'est ce que j'ai pu faire hier. Écoutez, je vous propose de poursuivre la conversation en images parce que nous vous avons consacré, François, un long montage sur les hauts faits de votre carrière. Si vous voulez, on va commencer tout simplement par le but que vous avez marqué hier soir. Pourquoi? Enfin, le premier, celui marqué de la tête, parce que la tête, c'est vraiment votre point fort. Oui, c'est mon point fort, bon, mais je n'hésite pas à l'utiliser. Je ne m'entraîne pas spécialement, ça vient au cours de match et à chaque fois que je suis en pleine confiance, j'attaque toutes les balles qui se présentent. C'est d'ailleurs de la tête que vous avez marqué le but que vous qualifiez de plus beau de votre carrière, le premier de la Coupe du Monde contre l'Argentine évidemment.
Ouais, c'était un but important pour la suite de la compétition. Et c'était un rêve qui venait juste de se réaliser. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, aux journalistes, que c'était mon plus beau but. Et c'est vrai que c'est mon plus beau but, mon plus beau souvenir. Mais maintenant, j'ai plus de travail. Donc, Alors c'était là la suite de l'aventure commencée il y a longtemps au Cameroun entre Douala et Yaoundé. On a vu votre frère sur l'image qui est également professionnel. Il est où maintenant? mais il est prêté un an au Havre. Et sur la porte de votre ancienne chambre, regardez Falcao, qui était votre modèle. Le voilà Falcao, le Brésilien, dont vous vous êtes inspiré quand vous jouiez là-bas à Puma. Et on va voir le terrain de ce petit village qui joue en 2e division. Il est en pente. De quel côté vous préfériez jouer, vous, là-bas? Je préférais toujours marquer sur la descente. Oui, vous préfériez jouer du haut vers le bas? Oui, du haut vers le bas. Et bon, ça me facilitait la tâche de marquer des buts. Alors, pas de tribune, pas de barrière. Quand il y avait un but, justement, je crois que c'était de la folie. Hein. Oui, il fallait attendre 1 ou 2 minutes le temps de dégager les spectateurs. Alors, on a parlé de la tête. Votre 2e but maintenant, parce que du pied, vous n'êtes pas maladroit non plus. Oui, là, j'ai quand même beaucoup de réussite. Bon, c'est vrai que je suis aussi très bien servi et je ne fais que prolonger le ballon au 2e poteau. La réaction de Joël Batz, votre joie. Et puis à Rennes, en France, on vous demande bien sûr de participer à la récupération défensive. On va le voir sur un corner en 2e mi-temps. À Rennes, on ne me demande pas surtout de récupérer le ballon, on me demande de rester en attaque. Et bon, là, vous êtes derrière quand même. Oui, quand je reviens à des moments difficiles, c'est-à-dire quand il faut dégager un corner. Et c'est pourquoi je reviens, je me retrouve en défense. D'accord, et puis pour terminer, un petit mixage des images de Puma au Cameroun et puis de votre joie hier soir. Vous irez vivre à quel endroit à la fin de votre carrière? En France ou au Cameroun? Je rentrerai au Cameroun, j'ai ma famille qui m'attend et plein d'amis. Merci. C'est vrai en plus que vous avez signé avant la Coupe du Monde. Si aujourd'hui c'était à refaire, ce serait toujours Rennes? Oui, c'est toujours Rennes parce que Rennes a reconnu mes talents avant la Coupe du Monde. J'avais envie de signer avant la Coupe du Monde pour pouvoir me libérer et c'est ce que j'ai fait. Et je crois qu'en signant avant aussi, et bon, c'est vrai, on raconte que je perds beaucoup d'argent, mais bon, Rennes aussi en a donné. À la suite de cette Coupe du Monde, justement, est-ce que vous avez le sentiment que le marquage exercé sur vous est différent, plus présent? Oui, maintenant, on visse un petit peu les boulons, on m'attend un peu partout. Bon, mais ça ne me plaît pas, bon, mais je suis obligé de m'y faire, donc c'est à moi de me surpasser maintenant. C'est vrai qu'également hier soir pour Bosser, ça n'a pas dû être simple. Il a souvent vu votre numéro parce qu'il était toujours derrière vous quand vous couriez devant. Oui, je savais que Bosser avait du mal à se retourner, alors il fallait que je prenne l'avance le plus rapidement possible. La semaine prochaine, Thierry, on invite Bosser. La semaine prochaine, par exemple, on pourrait effectivement inviter Bosser. Mais François, si la Coupe du Monde a porté bonheur à l'équipe du Cameroun, on ne peut pas dire, Christian Jean-Pierre, qu'elle ait vraiment porté bonheur aux Argentins en général et à Gabi Calderon en particulier. Burruchaga est revenu à Nantes. Il pensait jouer en Italie, finalement il ne joue pas en Italie. Et Gabriel Calderon a vraiment une trajectoire assez originale, puisqu'en mai dernier, il jouait en 3e division dans l'équipe du PSG. Bilardo l'a appelé au dernier moment pour jouer le mondial. Il ne pensait pas jouer au mondial. Il a joué au mondial, il a même joué une finale de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, le rêve se termine mal, puisqu'il se retrouve sans club. On va le voir en image. Gabriel Calderon déambule donc aujourd'hui dans les rues de Saint-Germain à la recherche d'un club. Trajectoire peu commune pour un joueur qui, le 8 juillet dernier, disputait la finale de son ombre, son transfert niçois ayant capoté à la dernière minute. Bon, pendant un mois, on avait parlé, l'entraîneur il avait confiance en moi, il est venu me voir et à Rome. Bon, j'étais enthousiasmé et c'est dommage qu'on n'a pas fait. Pour un problème d'indemnité financière réclamé par le PSG, Calderon est à la rue au sens propre comme au figuré, à la recherche d'un toit et d'un club. Est-ce que vous en voulez aux dirigeants? Non, j'ai eu de très bonnes relations. Bon, j'étais, je crois, un très bon professionnel et un bon joueur pour les clubs aussi. J'ai joué 107 matchs officiels de championnat en 3 saisons, ça veut dire beaucoup, sans compter la Coupe de France ou les matchs amicaux. Et les dirigeants avec moi, ils ont été très gentils aussi, mais dernièrement, ils n'étaient pas contents pour la réaction qu'ils ont eue avec moi. Ils ont essayé un peu de coincer certaines manières de transfert en France ou à l'étranger.
À l'arrivée, la situation est cocasse. L'international argentin ne s'entraîne plus avec l'équipe 1 du PSG. Gabriel Calderón s'impose donc un entraînement quotidien intensif en solitaire et prend son mal en patience. Si vous trouvez votre club, vous êtes prêt à aller à l'NPE pour pointer? Oui, j'ai été déjà. C'est ce qu'on doit faire tous les professionnels qui n'ont pas de club, c'est normal. Et ça vous angoisse pas de vous retrouver au chômage comme ça? Non, parce que j'ai eu toujours confiance en moi, j'ai passé des moments difficiles. Je suis un garçon qui à 14 ans, j'ai habité tout seul déjà et je m'avais fait la vie tout seul. À 14 ans, imagine comment c'est. Et bon, après ça, j'ai arrivé à réussir. Et si on arrive à réussir à 14 ans sans rien, à 30 ans, vraiment, je suis tranquille parce que j'ai beaucoup de confiance en moi. À 30 ans, Calderón, argentin d'origine mais français dans l'âme, a encore le moral et aimerait bien rejouer cette saison en championnat de France, histoire de ne pas perdre le sourire. Oui, c'est un type bien, Gabi Calderón, alors on lui souhaite de trouver très rapidement un club quand même. Il y en a des pires que lui qui jouent, donc il devrait certainement trouver un club et cela rapidement. Lyon-Cannes maintenant en compagnie de Vincent Hardy. 25 000 spectateurs à Gerland pour la venue de Cannes, mais surtout pour découvrir les nouvelles recrues lyonnaises, Rousset, Cabagnas et Bouderbala. Raymond Domenech reste lui fidèle à ses bons principes. L'objectif, il est là, il est fixé au niveau du nombre de spectateurs qu'on aurait réussi à attirer au stade, parce qu'ils seront satisfaits de notre production. 20 minutes de jeu, coup franc de Cabagnas, mais aucun problème pour Dussuyer. L'OL monopolise le ballon, Bouderbala, étincelant pendant une demi-heure, fait admirer sa technique. Les Cannois bien regroupés résistent. 30e minute, nouveau coup franc lyonnais aux 20 mètres, mais la frappe de Bouderbala manque le cadre. Vous les travaillez beaucoup, les coups francs à l'entraînement? On les a travaillés un petit peu, mais comme c'est jamais les mêmes, c'est jamais dans la même position, jamais dans la même situation, c'est difficile de travailler le même. La mi-temps approche, Colin ouvre pour Genesio qui lance Bouderbala, Fernandez bien placé, assure pour Dussuyer. Cannes est venu pour essayer de faire un résultat, nous on essaie de profiter du moindre des espaces qui nous sera laissé. Vous savez, une équipe qui joue à l'extérieur ne vient pas pour faire le jeu. Et oui, Cannes profite des moindres espaces, centre de Ravera, remise de Sassus pour Bray qui plonge de la tête, Rousset s'interpose comme la semaine dernière devant Alofs. Lyon tente de réagir, déviation de Cabagnas pour Bouderbala, dont le lob échoue sur le petit filet. Lyon presse, mais Cannes se montre de plus en plus dangereux. 75e minute, montée de José Bray qui sert idéalement Mingual. Rousset est battu, mais Fougier bien revenu sauve. C'est toujours comme ça, dans ces matchs, ils sont en place et puis ils jettent les ballons, là, comme on voit. Et ils ont les possibilités de compte, c'est vrai, parce qu'il y a 60 mètres là et là-bas, il n'y a personne. Et là, il reste 30 mètres et il y a 22 joueurs. Peu après, Luis Fernandez, balle au pied et sèchement taclé par Corian. Le capitaine cannois, touché à la cheville, doit quitter le terrain. Il reste 5 minutes, l'OL jette ses dernières forces dans la bataille, Fougier trouve Masson, contrôle orienté du jeune espoir lyonnais, 21 ans, personne ne l'attaque, il s'avance et expédie un boulet des 25 mètres dans la lucarne de Dussuyer, l'OL tient sa victoire. Gilles Rousset vient féliciter ses coéquipiers mais blesse malheureusement Jackie Collin au cervical. Le capitaine lyonnais pourra toutefois regagner son domicile dans la soirée. C'est mon premier match que j'ai marqué, donc ça fait plaisir. Mais je pense que c'est le travail de tout un groupe. Il n'y a personne qui me gêne devant moi. Je frappe et puis j'ai de la réussite, ça va. C'est une récompense à l'effort, au travail qu'on a fait. Et que ce soit un jeune qui fasse son premier match en première division, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tout le symbole de l'Olympique Lyonnais. On méritait amplement de faire un meilleur résultat parce que l'équipe s'est battue et en deuxième mi-temps, elle s'est créée 2 ou 3 occasions nettes. Renseignement pris, plus de peur que de mal pour la cheville de Luis Fernandez qui, suspendu, ne disputera pas la prochaine journée. Et moralité, si les gardiens restaient dans leur but, après un but marqué par leur équipe, eh bien les vertèbres de Jackie Collin s'en porteraient mieux parce que les 90 kilos de Rousset, ça fait du pétard. Quelques pages de publicité et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette deuxième journée de la Division 1. A tout de suite. Qui
100 magasins but. Et TF1 présente le juste prix. Choisissez bien, choisissez la une. Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Suite de cette deuxième journée donc, du championnat de D1, vous avez eu la chance, Christian Jean-Pierre, d'assister à un des bons matchs. C'était Auxerre-Monaco, c'était une des affiches de la journée. J'ai eu de la chance, effectivement, que Frédéric m'envoie là-bas. J'ai vu un très beau match entre Monaco et Auxerre. Auxerre qui fête cette année ses 10 ans de présence en première division. Alors on va tout de suite partir au Auxerre pour une petite conférence de presse qui a eu lieu lundi matin. On va voir ça en image. Avec Guy Roux qui, tel le bon roi Saint-Louis, prêche la bonne parole sous un arbre. Nous avons marqué 474 buts en 10 ans, soit 1,25 buts par match. Voilà, ça c'est pour le clin d'œil. Auxerre recevait donc hier soir une équipe de Monaco redoutable sur le papier. La première action dangereuse est auxerroise. Chiffaut, très à son aise, récupère le ballon et ouvre pour Christophe Coquart. Coquart qui évite Ettori, mais c'est tout de même trop long. Réplique monégasque après 20 minutes de jeu, Roger Mendy pour Gérald de Passy qui s'enfonce dans la surface de réparation, balle au pied. Action sans conséquence pour les Bourguignons. 5 minutes plus tard, on retrouve Mendy dans ses œuvres, avec ce coup-ci une très belle frappe du droit, malheureusement pas tout à fait cadrée. Avant la pause, Chiffaut à l'attaque, l'œil de l'équipe auxerroise voit Kovacs, mais Ettori sent aussi très bien le coup. Un match très équilibré, on retrouve en seconde période Wea, assez bon hier soir, qui va jouer avec Rui Barros, qui lui joue dans un trou de souris pour Diaz. Martini intercepte, explication. Diaz était tout seul dans l'axe et que Barros allait lui passer le ballon. Par conséquent, j'ai anticipé sur cette passe-là et Diaz a été un petit peu pressé dans son tir, était obligé de tirer très très rapidement, si bien qu'il n'a pas dû pouvoir m'ajuster comme il le voulait et ça m'a permis d'un réflexe de la sortir du pied. Bien vu, à un quart d'heure de la fin, on retrouve Gérald de Passy, plein centre pour Wea. Wea légèrement bousculé. Monsieur Zirog accorde un coup franc. Un coup franc lourd de conséquences puisque Emmanuel Petit fusille Bruno Martini. J'avais remarqué que depuis le début du match, les ballons sur centre et corner arrivaient toujours au deuxième poteau. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté ma chance, je suis allé avec Roger, je m'étais mis d'accord qu'on y allait tous les jeux. La suite, on la connaît, les Monégasques empochent 2 points et sont visiblement heureux. Et Auxerre n'a toujours pas marqué le moindre but. C'est quelque chose d'inquiétant, évidemment. C'est certain, mais enfin, je pense qu'on y arrivera quand même. On a travaillé pour. Il est sage, le bon entraîneur de l'équipe d'Auxerre. Il était triste hier soir. Il était triste, mais sage. Oui. Christian Jean-Pierre, dites-moi, la confirmation, comme on l'a dit dans nos titres, c'est bien cette équipe de Monaco qui a fait un super recrutement et je crois qu'on va en parler cette saison. Toute proportion gardée, je trouve que ça ressemble tout à fait au Milan AC. Il y a 3 meneurs de jeu qui jouent chacun dans un rayon différent du terrain. On va le voir en image, on va découvrir le système de jeu monégasque, c'est assez impressionnant. Un jeu collectif parfait. Là, on retrouve Alain Roche qui va donner le ballon à Enzo Chiffaut, qui doit se servir de toute sa technique pour ne pas tomber dans le cadenas monégasque. C'est bien simple, ces monégasques, ils sont partout. Des monégasques avec un jeu collectif impressionnant. Ici, c'est Mendy qui remonte tout le terrain pour Rui Barros. Puis Diaz, ça c'est donc l'axe droit de l'équipe de Monaco. On retrouve Rui Barros. C'est bien simple, les Auxerrois sont confisqués de ballon. Mendy, on retrouve Mendy dans le centre pour Dible, ça c'est l'axe central avec une première frappe. Les Auxerrois n'ont toujours pas touché le ballon, les Monégasques vont le récupérer. Mendy, ce coup-ci on part à gauche avec l'axe sonore Gérald de Passy. Les Auxerrois courent toujours après le ballon. Cela fait 45 secondes qu'ils ne l'ont pas vu. On retrouve Passy. Ça reflète la physionomie du match, non? Non, ça ne reflète pas du tout la physionomie du match, mais ça montre tout à fait le jeu monégasque, cette action. Et là, on termine avec une action auxerroise
court-circuité par des monégasques très rugueux, mais dans le bon sens du terme. Et j'ajouterais, Frédéric Jaillant, que Franck Sauzet ne jouait pas et que c'est une pièce essentielle du dispositif de M. Wenger. Il doit rentrer samedi normalement. Il devrait rentrer samedi. Par contre, je ne sais pas s'ils auront assez de joueurs pour jouer le championnat et la Coupe d'Europe. Marseille, il y en a peut-être un peu trop, mais à Monaco, je ne sais pas s'il y en a assez. Les vases communicants devraient fonctionner sur les bords de la Méditerranée. On va regarder ensemble maintenant 4 rencontres de cette deuxième journée. Lille-Nantes, Montpellier-Sochaux, Nice-Toulouse et Toulon-Saint-Étienne par le couple de l'année. Marianne Macot, Christian Jean-Pierre. Merci. Mauvaise surprise pour Lille. Timide début devant Nantes, bien organisé. Et sur cette touche, Bonalaire tente un centre. Robert intercepte et marque. Nantes mène 1-0. Et c'est surtout Joël Henry, le meneur de jeu des Canaries, qu'on remarque dans ce début de match. À la 36e minute, il se permet une montée vers le but sans que personne ne l'arrête. Mais à l'arrivée, il rate son objectif devant Nadon. Deuxième période, les Nantais se montrent encore dangereux au départ d'une touche. Edeli tente de lancer Loco, mais il tarde un peu trop et Loco se retrouve hors jeu, heureusement pour Lille. 64e minute, observez bien l'entrée de la surface, Nielsen s'effondre devant Edeli qui l'avait semble-t-il effleuré. L'arbitre donne pénalty, Périlleux s'élance et grâce à lui, Lille s'en sort sur le score d'un but partout et Nantes a retrouvé son football. Je regrette énormément qu'aujourd'hui nos supporters n'ont pas eu l'occasion de voir les prestations de ces joueurs. Et à ce moment-là, je suis persuadé qu'ils nous pardonnent les mauvaises prestations qu'on a fait contre Caen. Nice-Toulouse au stade du Rail avec un retour sympathique, celui de Jules Bocandé. Première action niçoise, 15e minute de jeu, coup franc d'Aurore, Robbie Langers de peu à côté. Réaction toulousaine sur coup franc avec cette frappe de 30 mètres, signée Stéphane Demol, ça passe aussi de peu à côté. Les Niçois qui dominent en première mi-temps auraient pu ouvrir la marque sur cette action. Robin Huck une première fois, et c'est finalement Hernandez qui sauve le TFC. En seconde période, on retrouve Nice à l'attaque avec un très beau mouvement. Et à l'arrivée, le capitaine buteur Robbie Langers qui trouve sur son chemin Robin Huck. Les Niçois vont finir par trouver le chemin défilé. Coup franc de Maurice et tête de Mège, 1-0. Les Toulousains sont alors obligés de sortir de leur coquille pour égaliser. Beto Marsico expédie une tête sur la transversale. Et on retrouve le meneur de jeu toulousain dans la surface de réparation avec ce coup-ci un penalty indiscutable transformé par Beto Marsico. Score final, 1-1. Il me semble pouvoir dire que le résultat nul est équitable dans la mesure où Nice a eu la première mi-temps pour lui. La deuxième a été légèrement en notre faveur. Donc je suis totalement satisfait. Toulon-Saint-Étienne. Franck Sauzet n'a pas signé à Toulon, mais il profite de sa convalescence en spectateur. Dès les premières minutes, Saint-Étienne impressionne par son international tchèque Moravcik. Il décoche un tir que Songo arrête en 2 temps. Mais les Stéphanois subiront ensuite le jeu. Sur ce centre de Boursac, Bernardet place sa tête au-dessus de la barre. Action similaire 5 minutes plus tard. Et cette fois-ci, Marquet vise à côté. Deuxième période et corner pour Toulon. Un ballon que tout le monde cafouille devant le but, mais que Bernardet apprivoise. Premier but de Toulon, 1-0. À 11 minutes de la fin, Marquet réussit à centrer sur toujours le même, à l'affût, Bernardet et un doublé, 1. Mérieux tirera superbement ce coup franc, mais Secarelli réalise une prouesse. Il ne pourra empêcher le ballon suivant d'entrer. Zawi se retrouve bien seul derrière la défense stéphanoise. Et comme rien ne sert de courir, etc., personne n'empêchera ce troisième but. Saint-Étienne ne sauvera pas l'honneur malgré ce tir de Tibeuf. 3-0, score lourd et indigeste pour les Verts. De la tête, Gérard Bernardet 1m63, j'ai prouvé que je pouvais marquer des buts aussi. Mais enfin, ce qui fait plaisir, c'est la victoire avant tout, parce qu'à Toulon, on n'avait pas gagné depuis longtemps 3-0. À la Mosso, Montpellier accueillait Sochaux. En 45 minutes, le match est joué. C'est d'abord sur ce centre de Tétis venu de la droite, Daniel Xureb qui ouvre la marque de la tête. 1-0 donc pour Montpellier. 3 minutes plus tard, on retrouve les Montpelliérains à l'attaque avec Ziobert sur coup franc excellent hier soir. Avec une petite main d'un défenseur sochalien dans la surface. Au ralenti, c'est évident. Crossi dévie bien le ballon de la main. Penalty indiscutable transformé par Laurent Blanc. 2-0 à la mi-temps.
En seconde période, pas grand-chose. Les Sochaliens ont bien du mal à démarrer dans ce championnat à 90. Biles aurait pu inscrire un 3e but en fin de match, mais son tir passe largement au-dessus. Score final 2-0 pour Montpellier. Je vous présente le numéro de TFC Magazine, c'est le journal du Toulouse Football Club que vous trouvez chaque fois que les Violets jouent dans leur bon vieux stade du Stadium. Martin Zara, on a vu quand même une équipe de Marseille impressionnante, j'ai trouvé, d'autant qu'il manquait quand même du joli monde, il manquait Vadel, il manquait Moser, il manquait Jean Tigana, ça fait beaucoup de monde. Impressionnant, je ne le dirais pas, parce que j'ai discuté avec les joueurs à la fin de la rencontre, et notamment avec Bernard Pardo. Ils ont dit, nous, on a axé notre préparation pour le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est la Coupe d'Europe. Et là, ils ne sont pas encore à plein régime. Il y a un problème d'homogénéité à trouver. C'est pas évident qu'on a un tel effectif sous la main. Et je me suis attaché au cours de cette rencontre, qui a eu lieu vendredi. Tout le monde connaît le résultat et la plupart des gens ont vu les buts. Donc, à voir le match à travers 2 joueurs. Vous allez découvrir en images tout de suite. Merci, mon cher Martin. Merci. 17 000 spectateurs à Metz. Pour la venue de l'OM, Marseille fait recette. Waddell et Moser sont absents, l'équipe est néanmoins impressionnante. La super vedette, s'il en faut une, c'est lui, Dragan Stojkovic, l'homme le plus cher de France. Un effectif plus que fourni qui envoie Tigana non pas au rencard, mais sur la touche du jamais vu ou presque. Côté messin, la star est également yougoslave. Il s'agit d'Alioša Hasanovic, 24 ans, élu l'an dernier par la presse yougoslave, meilleur joueur de la saison, à égalité avec Dragan Stojkovic, en grande conversation ici avec Cantona. Un face-à-face serbo-croate a l'avantage en début de rencontre d'Hasanovic. À 24 ans, il sait tout faire. Gelon, ici à l'image, court, on le verra plus tard, 1,82 m de talent, pas toujours bien compris par ses partenaires. L'an dernier, il jouait à Hajduk Split, tout comme Stojkovic. Son transfert en France s'est réalisé en cours de saison dernière. Stojkovic lui affole d'entrer la défense messine, Pau le fauche à l'entrée de la surface, un coup franc lourd de conséquences. On joue depuis 8 minutes. Le Yougoslave le tire lui-même. Cartier, pressé par Germain et Boli, marque contre son camp. Marseille, à l'image de Pichi, exulte. Le ralenti est bien formel, c'est bien Cartier qui inscrit ce premier but. Hasanovic en tombe KO, le Messin n'a pas été ménagé par la défense marseillaise. En fait, il a été vendredi soir le seul joueur véritablement dangereux pour l'OM. Exemple, ce coup franc excentré qu'il tente directement sur le poteau gauche d'Olmeta. Déception et signe de croix en prime pour conjurer le sort. Le problème de Stojkovic et de l'OM, c'est l'homogénéité. Cette action en est la démonstration. Stojkovic ne sait plus quoi faire du ballon. Et le jour où le collectif sera rodé, gageons que Pichi n'aura plus l'occasion de s'énerver. Car Stojkovic, les bonnes balles, il sait les donner. Ici pour Cantona, mais bonne sortie de shoot. Le problème de l'un n'est pas celui de l'autre. Côté Hasanovic, le Yougoslave se sent par moments bien seul, obligé d'être partout. Une tâche insurmontable face à l'OM. Marseille qui mène donc à 0 à la mi-temps et à la reprise, grande discussion entre Hasanovic, Stojkovic et Brenovic. Le 3e Yougoslave, M. Vautreau ne doit pas comprendre grand-chose, il préfère partir. Le duel individuellement est toujours dominé par le Messin, mais ici c'est Stojkovic qui est en couverture. Tiens, l'une des rares occasions pour l'OM où Stojkovic n'intervient pas, un bon coup franc d'Amoros. Et à la 65e minute, Hasanovic se fait piquer la balle par Stojkovic et Amoros. Le tournant de leur match à 2, ouverture splendide de Bernard Pardo pour ce même Stojkovic. Accroché, semble-t-il, par shoot, penalty difficile à juger, même au ralenti. Je l'ai revu plusieurs fois et c'est vraiment difficile de se faire une idée. En tout cas, Jean-Pierre Papin le transforme et en profite pour inscrire son 2e but de la saison. 2-0, la rencontre est terminée. L'OM et Stojkovic sont en démonstration. Stojkovic avec Papin à un cheveu de la conclusion. Et peu après, Pelé profite d'une erreur de la défense messine, bien fébrile et on le serait à moins. Il oublie Papin et Cantona au centre. Pelé par ailleurs auteur d'un très bon retour avec Marseille. Mais c'est dangereux sur la fin, notamment avec cette combinaison sur coup franc et ce tir d'Hasanovic, toujours lui. Hasanovic qui est bien moins dangereux depuis le 2e but marseillais. Une question de morale peut-être. Et la plus belle occasion messine, celle-ci, un centre de Huisman que Zigné ne peut reprendre. Victoire finale de Stojkovic sur Hasanovic. Le score est là pour le rappeler, mais le Messin individuellement l'a emporté au point. Merci Martin. Avant d'aller au stade Malherbe de Caen, laissez-moi vous présenter le nouveau journal du stade Malherbe, Allez Caen.
C'est Sylvain Wilde, qui est le concepteur de ce journal, qui est en vente dans tous les kiosques, m'a dit Jean-François Domergue, de la région de Caen. Et il est très bien fait, ce journal. Alors, comme la liaison ici est également bien faite, nous allons, en compagnie de Marianne Macot, au stade du Venoy, où Caen, donc, recevait Bordeaux hier soir. Marianne. En attendant la construction d'un nouveau stade caennais, le stade Malherbe est rapidement envahi par les 11 000 spectateurs supporters, rare stade déjà plein 2 heures avant le match. L'équipe caennaise est la même que le week-end passé, mais à Bordeaux, Ferreri s'assoit à côté de Farjon sur le banc de touche, Bicose tendinite au genou. L'objectif bordelais est clair, prendre un point, seul Kift joue en attaque. D'entrée, pression caennaise, jeu court et rapide, puis en profondeur, ici superbe passe de Franck Dumas pour Dangbeto, immédiatement soutenu par Fabrice Divert, on joue très collectif. Centre de Divert pour Olsen. Olsen rate sa reprise de volée, reprise du gauche bien entendu. Après une demi-heure de jeu, Touvenel doit sortir blessé, Farjon entre et Durand glisse au poste d'arrière. La défense New Look de Caen devient la première base d'attaque de l'équipe. Ici, le Bourgeois sollicite Divert. Fournier et Dumas le feront bien souvent. Ce qui les embêtait, c'est de jouer surtout au milieu. Il y avait beaucoup de monde et il fallait en premier temps, on essayait plus ou moins de sauter ce milieu. Mais bon, avec des joueurs de tête comme Sénac et Baptiston derrière, on était un petit peu embêtés. Deuxième période, et heureusement pour nous spectateurs, le jeu s'active. Corner de Rio, tête glissée de Divers sur Denbourg et Bell se trouve sur la trajectoire. 3 minutes plus tard, la pression normande se prononce. Les dribbles d'Olsen permettent à Rix de récupérer un ballon propre. Il centre pour la tête de Rio, qui en pleine extension peut difficilement cadrer. Un quart d'heure de plus, Rix ouvre sur l'aile pour le Bourgeois. Centre et tête de Divers, il croit au but, nous aussi, mais le poteau repousse et Divers récupère pour finalement la gâcher, cette balle. Il y croyait tellement qu'il y a de quoi râler. Mais si vous suivez attentivement, vous aurez remarqué que seul Caen se procure des occasions, au point que sur ce démarrage de Le Bourgeois, à nouveau seul sur l'aile, Olsen prolonge sur l'autre ex-bordelais Denbourg. Tête piquée et but du Néerlandais, logique Caen mène 1-0. Les Normands évoluent dans cette mi-temps en démonstration, ça vaut un hommage. J'aime ce genre d'équipe qui joue très très vite avec de longs ballons. C'est une belle équipe et je pense qu'ils vont faire quelque chose cette année en championnat. Seules actions bordelaises, 2 coups francs. Durand tout d'abord, puis Patrick Baptiston. Kift s'est senti bien seul en attaque. C'est différent de la Hollande où on joue de façon plus offensive qu'en France. Ici, c'est un championnat très dur. Il faut que je m'y fasse. À 4 minutes de la fin, Caen attaque toujours. Denbourg centre sur Fabrice Divert. Joseph-Antoine Bell ne peut rien faire. Caen gagne 2-0. Tout va bien en Normandie. 3 points acquis sur 4 possibles. Ce n'est pas mal du tout. C'est moins drôle pour Bordeaux. 1 point en tout et pour tout. Fabrice, moi j'ai 2 remarques en une. Premièrement, depuis votre montée en première division, à chaque fois vous battez Bordeaux et en plus Bordeaux n'a jamais réussi à marquer un but à Malherbe. Et en plus, au vu des images du résumé d'hier soir, eh bien le duo Olsen et Denbourg vous convient très bien. Oui, je crois que le fait d'avoir réussi à amener 2 joueurs de ce niveau-là, qui viennent de Bordeaux, je crois que ça permet au club de continuer dans leur ambition. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, sur 4 ans, le Stade Malherbe veut devenir européen. Et je crois que ça commence par ça. Il faut un effectif assez riche et je crois que ces joueurs-là sont là pour justement ça. Il paraît que Denbourg, qui parle beaucoup sur un terrain, vous apprend énormément, notamment au niveau du replacement défensif. C'est vrai ? Oui, je crois que c'est pour un attaquant, le principal, bien sûr, c'est le jeu offensif. Mais je crois que le replacement défensif est aussi important. Et je crois que Pete m'aide beaucoup à ce niveau-là. Et il m'aide au niveau du placement pour freiner un peu l'équipe adverse. Alors on va revoir en image cette incroyable réussite dont vous faites preuve face à Bordeaux. Vous avez joué 5 fois contre eux, vous avez marqué dans 4 de ces matchs et vous avez donc mis 6 buts en 5 matchs. Voilà le premier de la série, marqué il y a 2 ans à Bordeaux. Vous en aviez mis 3 ce jour-là, synonyme de maintien pour Caen. Bah oui, je crois que c'était un match assez important. Il ne fallait pas perdre ce match, au moins prendre un point pour, en gagnant le dernier match, on était sauvés. Donc à 2 partout, on y a cru. Et puis bon, il y a ce 3e but qui arrive. Je réussis à prendre le ballon dans les pieds d'un défenseur et j'arrive à ajuster le gardien. Et bon, on réussit à garder le résultat à un quart d'heure de la fin quand même, mais on gagne 3-2 quand même.
Alors quelques mois plus tard, au début du championnat suivant, le 27 août 89, Rix fait un super truc, là, il vous donne le ballon et vous marquez encore contre Bordeaux. Oui, je crois que par la suite, il y a un défenseur, c'est Jean-Pierre Avrillon, là, qui me fait tout le travail, puisqu'après, j'ai plus qu'à conclure et voilà le but. Un peu plus tard, la seule victoire remportée à ce jour par Bordeaux contre Caen, ça se passe en février 90. Vous perdez 2-1, mais c'est vous encore qui marquez. C'est un hasard ou... Enfin, vous nous avez dit tout à l'heure c'est un hasard, mais c'est curieux quand même comme hasard. Bah, disons que ça rentre un petit peu dans une... j'ai dit tout à l'heure, c'est un... Est-ce que ça peut paraître bizarre? Je sais pas. C'est une période où Caen a besoin de points, où Caen est peut-être en forme. Ça, on ne peut pas le savoir. C'est peut-être une motivation personnelle, mais à chaque match, on l'a. Hier soir, vous étiez vraiment super motivé parce que voilà, votre dernier but en date, celui d'hier soir. Oui, bah, on est toujours motivé pour un match, surtout celui-là était important. C'était le premier match à domicile, donc je crois qu'il fallait montrer au public qu'on avait une nouvelle équipe et qu'on était capable d'évoluer à ce niveau-là. Et vous avez failli en mettre un deuxième, on l'a vu tout à l'heure, cette tête sur le poteau. Oui, il y a le poteau, la balle me renvoie le poteau me renvoie la balle et bon, je reprends aussitôt derrière, mais je la prends extérieur du pied, donc elle part un petit peu au-dessus. Voilà. Alors un petit détail, moi je vous ai vu à la fin de saison dernière jouer avec un bandage à l'avant-bras droit et là vous êtes reparti avec un bandage. Qu'est-ce que vous avez au bras? Bah, disons que j'ai eu une fracture du scaphoïde, donc ça m'a mis un certain temps à guérir. Donc là, la guérison est faite, mais il faut un certain temps, 3-4 mois encore de protection pour éviter de tomber dessus et encore de fracturer. Et là c'est l'opération, donc je préfère pas prendre de risques. Alors hier soir, il y a eu une mise au point de fait par votre président, Monsieur Fiolet, à votre sujet et puis au sujet de l'accord qu'il y avait entre les Girondins et Caen. Ce qui veut dire que Caen, en principe, se doit de privilégier votre transfert si le transfert il doit y avoir de votre part vers les Girondins de Bordeaux, c'est ça? Parce que Bordeaux vous a cédé 2 joueurs, Denbourg et Olsen. Non, je crois qu'il y avait une mise au point à faire parce qu'il y a un article qui était paru dans le journal régional le jour du match. Et cet article disait un petit peu que je trouvais aberrant que les dirigeants aient fait quelque chose dans mon dos avec Bordeaux, alors qu'à partir du moment où moi j'avais signé mon contrat de 5 ans au stade, le club pouvait faire n'importe quelle chose avec n'importe quel club. Il s'est avéré qu'ils ont passé un accord moral, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien signé avec Bordeaux, pour privilégier si un joueur de Caen est capable d'évoluer à un haut niveau dans une grande équipe, de privilégier ce joueur, de partir à Bordeaux. C'est pas Fabrice Divert qui est concerné personnellement, c'est les jeunes du stade. On y pense très fort quand même. Bien sûr, parce qu'on en a parlé beaucoup, mais je crois qu'il faut pas rester là-dessus. Je crois que je continue, j'ai un contrat de 5 ans. Cette année, je suis cané à 100%. Et je crois que le président a mis les choses au point. Je crois que ça ne concerne pas Fabrice Divert à 100%. Ça peut concerner un autre joueur. Toujours à propos de votre avenir, l'équipe de France, vous y pensez? Ben, on y pense bien sûr, mais le fait d'avoir un avant-goût comme ça en Hongrie, je crois que ça donne envie d'y retourner. Mais bon, ça ne dépendra pas de moi. Je crois qu'il faudra dans les clubs continuer à jouer comme ça. Et puis par la suite, si je suis repris, tant mieux pour moi. Oui, et puis je suis persuadé, Fabrice Divert, que Michel Platini, qui suit tout ce qui se passe dans l'Hexagone, a un œil sur vous. Nous allons voir le classement de la D1. En commençant par la première moitié, on l'a dit, donc seulement 2 équipes ont réussi à gagner leurs 2 premiers matchs. Ce sont les 2 plus belles écuries de France, Marseille et Monaco, 4 points. Mais derrière, c'est prêt. Et en ce qui concerne les derniers, regardez dans les clubs à 1 point, il y a du beau monde. Saint-Étienne, Bordeaux, Sochaux, Metz, Auxerre, Nice et Nancy ne comptent qu'1 point après 2 journées. Voyons maintenant les buteurs. Tout cela, eh bien, ils ont 2 buts. Il y a Papin, il y a Bernardet, il y a Laurent Blanc, il y a Omam et Biix, c'est le même. Et il y a Philippe Périlleux, 2 buts chacun, 127 547 spectateurs, ça fait un peu plus de 12 000 de moyenne, c'est pas mal, d'autant que Marseille jouait à l'extérieur. En ce qui concerne le loto et le... Non, il n'y a pas de loto. Bon, ça sera pour plus tard. Alors nous allons d'abord regarder Valenciennes-Strasbourg en compagnie de Vincent Hardy et nous parlerons du loto après. Il y a 2 mois, en match de barrage, Strasbourg s'imposait à Valenciennes à l'issue d'une rencontre virile. Ces 2 formations se retrouvaient donc hier soir devant 10 000 spectateurs au stade Ningesser sous les ordres de Joël Quignou. 33e minute, Santos, très en vue pendant une demi-heure, décale Slipsevic qui bat Sanson d'un joli tir croisé. Valenciennes 1, Strasbourg 0. 10 minutes plus tard, Djorkaeff à la lutte avec Garot s'effondre dans la surface. Monsieur Quignou accorde le pénalty. Djorkaeff se fait justice et égalise. Valenciennes attaque la seconde période tambour battant. 55e minute, Grosselin accélère, sert Santos qui de 20 mètres ajuste Sanson.
En fin de rencontre, les nordistes se créent une nouvelle occasion. Remise de la poitrine d'Ekeke pour Slipcevic, mais le tir du numéro 10 valenciennois frôle la transversale. Victoire donc de Valenciennes 2-1. On écoute Georges Perroche. On avait quelques craintes de reprendre une saison après avoir fait celle de la saison dernière, mais je crois qu'on a eu l'impression que c'était la continuité, que notre équipe, qui avait très peu changé, a retrouvé son fond de jeu, et puis ce football offensif qui plaît aux spectateurs. Dans le groupe A, les résultats, donc une seule victoire à l'extérieur, c'est l'équipe qu'il faudra suivre dans ce groupe, me semble-t-il, cette saison. L'équipe corse de Bastia, Guignon et Bastia sont en tête avec 4 points, alors que Mulhouse ferme la marche avec 0 points. Dans le groupe B, maintenant, il y a là 2 victoires à l'extérieur, La Roche-sur-Yon qui est allé gagner au Mans, et il y a également Saint-Quentin qui a gagné à Niort. Dans ce groupe, le Red Star qui a été repêché et Reims compte un match de retard qui sera joué en début de semaine prochaine. Angers, Créteil, Beauvais, Laval, Saint-Quentin se partagent la première place alors que Le Mans et Niort sont derniers avec 0 point. Le loto, c'est donc pour maintenant. Il y a une seule victoire à l'extérieur, c'est celle de Monaco. Il fallait la prévoir, il fallait surtout bien jouer les cases des matchs nuls, mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de gagnants à 13. Et en ce qui concerne tout ce que vous voulez savoir sur le football, eh bien le football, c'est Minitel, 3615 code TF1, et vous avez toutes les infos, les résultats et les classements. En ce qui concerne le top but, eh bien nous allons repartir pour une saison avec nos amis de France Soir, mais évidemment ce top but ne fait que commencer, il fallait donc un petit fonds de commerce, et c'est ce fonds de commerce que Frédéric Jaillant vous propose dès maintenant. Numéro 5, le Sachalien Madar. Même s'il est trop tôt pour donner à ce classement une réelle signification, saluons ce jeune attaquant, d'autant que, placé en dernier, il ne restera pas longtemps avec nous. Numéro 4, le premier but marqué dans ce championnat par Wea, l'avant-centre de Monaco. En numéro 3, le premier but d'un autre avant-centre, Jean-Pierre Papin. Au stade Vélodrome, l'action, magnifiquement filmée, est partie d'un dégagement d'Olmeta. Elle est prolongée par Germain, Dimeco, Vercruis, Tigana, de nouveau Vercruis, et à l'arrivée donc Papin, le meilleur buteur du dernier championnat. Le Marseillais avait marqué 30 fois. Numéro 2, suite à une belle action de Zavarov, le crochet dans la course d'Éric Martin et son but marqué pour Nancy face au Paris Saint-Germain. Enfin, premier, et c'est surtout ce déboulé de Jean-Luc Sassus qui a impressionné le jury de Téléfoot. Premier donc sur le centre du défenseur de Cannes, Carmelo Michiche. L'an dernier, un autre Cannois, Mingual, avait longtemps gardé la première place. Livre concernant la Coupe du Monde, je vous propose celui-ci chez Calman Lévy de notre camarade Dominique Grimaud. Il y a des photos splendides, les meilleurs photographes s'y sont mis avec la plume de Dominique, ça fait un très joli bouquin. Encore une chose, pour vous dire que le 19 août, Téléfoot sera à Royan pour le jubilé de Dominique Rocheteau, où il y aura les Girondins de Bordeaux, où il y aura les vrais Verts, c'est-à-dire ceux de 76, et où il y aura tous les copains de Dominique Rocheteau, les internationaux, Michel Platini, bref, une grande fête de l'amitié. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec le best-seller de l'été. À bientôt. Bonnes vacances si vous y êtes. Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana.